Bonjour Marie-Laure, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Divergent pour une nouvelle interview. D'emblée, je rentre dans le vif du sujet avec mes invités. Souvent, je leur demande mais comment est-ce qu'ils se présentent justement face à des personnes qui les découvrent comme là maintenant. Bonjour Sandra, merci beaucoup de cette invitation sur ton podcast. Quand j'ai appris le nom de ton podcast Divergent, je me suis dit waouh, effectivement, ça me parle beaucoup. Comment je me présente maintenant? Alors maintenant, je me présente comme autrice et énergéticienne. Pendant longtemps, je me suis présentée comme énergéticienne. J'accompagnais des thérapeutes et des coachs à se développer et vivre de leur passion. Et moi, j'ai arrêté de faire ça maintenant et maintenant, je me mets au service de ma nouvelle passion qui est l'écriture. Ok. Donc aujourd'hui, tu as quelque part une double dimension qui vient. C'est à la fois le côté énergétique et tout ce qui a trait à l'accompagnement, on va dire, de personnes sur le plan énergétique et aussi sur le côté plus créatif, création, transmission. C'est ça à travers les livres? Oui, c'est ça. Double dimension, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu réducteur. Ouais, les deux que tu m'as partagées, en tout cas, de Oui, celles que tu m'as présentées. Je me doute oui, que c'est tu as ça. bien plus de dimensions. Divergent, alors. C'est ça. Oui, pour l'instant, je mets l'énergétique dans mes livres, on va dire. Pendant longtemps, si tu veux, j'ai écrit euh, pour accompagner mes clients encore plus, pour expliquer l'énergétique, pour expliquer ma capacité, pour expliquer comment fonctionnait l'énergétique. Et c'était vraiment des livres didactiques, des livres qui allaient t'expliquer comment on médite, comment on attire ça, qu'est-ce que l'ancrage énergétique, par exemple, qui est le plus connu, qu'est-ce que l'alignement, c'est quoi la différence entre les deux, des choses comme ça. Et puis là, il s'est passé quelque chose d'un peu différent dans ma vie et je l'ai raconté dans un livre. Et en fait, c'est comme si j'étais au service de ce livre maintenant et j'ai envie de te dire que maintenant, l'énergétique est dans le livre. Alors qu'avant, c'était les livres qui expliquaient l'énergétique. Tu vois, ça a un peu évolué comme ça. Bon, Ouais, c'est c'est la ça. première fois que je le présente comme ça, mais ça doit être l'effet de ton podcast. C'est ça. Ah oui, c'est intéressant. Donc, du coup, c'est quelque part une sorte de switch qui s'est fait petit à petit naturellement. C'est que d'un côté, il y avait, on va dire, le livre plus comme outil pédagogique de transmission, etc., au service de l'énergétique. Et que là, en fait, c'est un peu comme si les énergies sont complémentaires, ont changé de mouvement, on va dire, de sens de mouvement. Et que du coup, maintenant, c'est dans le livre qu'il y a de l'énergétique. C'est ça pour vraiment être, du coup, l'énergétique au soutien du livre que tu es en train de décrire. C'est ça? Tout à fait. Et puis, il y a aussi le fait que le type d'écriture est différent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était, comme tu l'as dit, explicatif de l'énergétique, tandis que là, le dernier, par exemple, c'est un roman. Et en fait, mon idée, c'était aussi que ce soit accessible à plus de monde. C'est un roman comme un soin énergétique, en fait. C'est-à-dire que tu commences le livre, tu penses d'une certaine façon, et puis tout le long du livre, je chatouille, je titille, j'énerve, je dérange, j'irrite, et à la fin du livre, tu penses complètement différemment. Et en fait, c'est comme un soin énergétique, tu vois, ça apprend à voir les choses d'une autre manière, à regarder de l'autre côté de la lorgnette, et puis en même temps, ça influe sur ton intérieur et sur ta façon de penser. Ok, donc c'est vraiment presque comme un voyage que tu proposes ou un soin énergétique à travers le récit, le roman de ton livre. En tout cas, c'est l'idée. C'est l'idée. Hmm. Alors après, je fais d'autres trucs. Hein. Je fais, voilà, ça m'arrive de faire des conférences, enfin, tu vois, des choses comme ça en complément. Mais vraiment, maintenant, ce qui me fait vibrer, c'est ça. C'est transmettre par le biais d'histoires parce que je trouve que je peux toucher plus de monde. C'est Hmm. plus accessible. Tu vois, dans l'idée, euh, un livre qui s'appelle, je ne sais pas, Alignement, centrage, ancrage, enracinement, par exemple, et ben, si tu n'es pas branché énergétique, tu ne vas pas acheter ça. Et puis, tu ne Hmm. vas pas l'offrir à ta voisine de palier. Tandis Hmm. qu'un livre qui s'appelle Sur le chemin du cœur, ça a le titre du roman, ça a la couleur du roman, ça ressemble à du roman, mais en fait, ce n'est pas du tout un roman. C'est un livre de développement personnel. Hmm. Mais
il est beaucoup plus accessible et tu peux l'offrir à ta voisine de palier. Et donc, du coup, si tu veux, ça peut aider plus de gens. En tout cas, c'était mon idée. Excellent, parce que du coup, tu me fais une parfaite transition sur le côté, la puissance des histoires. Et justement, le propos du podcast, c'est de créer un espace pour que les invités puissent raconter leur propre histoire. Et donc, raconte-nous un petit peu, Marie-Laure, comment est-ce que tu en es arrivée à être énergéticienne, écrivaine, autrice et la femme que tu es aujourd'hui, même de manière plus globale. À travers ton histoire, tu la commences où tu veux, tu en racontes ce que tu veux, tu la termines où tu veux et on a le temps. Ah, et on a le temps. Bon, alors, si on a le temps, c'est bon. Écoute, par quoi je vais commencer? On va rester sur un niveau professionnel quand même, parce que autrement, ça va faire un peu long. Mais donc, je suis née au Mans, en France. Et puis, j'ai fait des études d'école de commerce, donc un truc plutôt classique. J'ai travaillé à l'étranger. Parce que j'ai voyagé quand j'étais enfant, j'ai voyagé depuis tout le temps. J'ai travaillé en Amérique du Sud, j'ai travaillé dans les Antilles en tant que responsable marketing et communication dans diverses sociétés. Et puis, la vie m'a fait rencontrer quelqu'un qui faisait de l'énergétique, que je suis allée voir parce que j'avais pas envie d'aller voir un psy, j'avais pas envie de prendre des médicaments. Je me suis dit, tiens, on m'a conseillé cet homme qui était énergéticien. Je me suis dit, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais on va y aller, on ne sait jamais. Et en 6 mois, il m'a réglé un truc que je traînais depuis 20 ans. Et là, je me suis dit, mais c'est formidable, comment ça marche, pourquoi ça marche, pourquoi personne n'en parle. Et donc, mon côté qui avait quand même besoin d'explications, mon côté rationnel, en fait, a commencé à étudier. Donc, je continuais de travailler en tant que responsable marketing dans un casino de jeux à l'époque. Et en même temps, j'ai commencé à étudier le Reiki, les énergies, l'aromathérapie, la phytothérapie, les fleurs de bac, tout ça, les massages, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était formidable et j'ai commencé à recevoir des gens pendant mes jours de congé. Et en fait, j'avais de plus en plus de personnes qui venaient me voir et il y avait quand même un côté où je n'arrivais pas à comprendre vraiment ce que je faisais. Tu vois, alors très bien, je canalisais l'énergie par les mains, mais dans mon côté école de commerce, canaliser l'énergie des anges pour la mettre sur les gens, ça me parlait pas du tout. Et donc, j'ai cherché une formation. Et je suis allée étudier à l'école de Barbara Ann Brennan aux États-Unis, qui était une ancienne physicienne à la NASA, qui avait travaillé sur les champs électromagnétiques humains et elle faisait une école en 4 ans. Donc, je me suis retapé 4 ans d'études, j'ai envie de dire, de médecine énergétique. Et là, c'était juste passionnant. Et bien sûr, ça a déjà changé ma vie, puisque au bout de ces 4 ans, j'ai été installée comme énergéticienne, d'accord, et puis je recevais des gens. Donc, j'ai d'abord accompagné des gens qui n'allaient pas bien, et puis je les ai aidés à aller vers un mieux-être et à retrouver les capacités d'auto-guérison de leur corps. Et puis, au fur et à mesure, j'avais beaucoup de monde. Et en fait, je me suis ensuite spécialisée pour aider les thérapeutes et les coachs à se développer, parce que je ne pouvais pas accompagner plus de 30 ou 40 clients par semaine, ce qui était déjà énorme. Ouais, c'est déjà pas mal. Je me suis dit, si j'accompagne 15 ou 20 thérapeutes par semaine, du coup, j'accompagne 15 thérapeutes qui veulent aider 30 ou 40 personnes par semaine. Donc, j'accompagne 400 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et voilà, donc ça s'est développé comme ça. J'ai ensuite dématérialisé mon activité en 2016, donc bien avant le Covid. Et puis, je suis partie me promener et je suis retournée en Amérique du Sud où j'avais déjà travaillé avec ma fille et on a fait 3 ans de digital nomade avec elle comme world schooler. Donc, on a fait le Chili, l'Argentine, etc. Enfin, moi, j'ai adoré. Donc, je travaillais quelques jours par semaine et le reste du temps, je visitais le monde et j'enseignais le monde à ma fille, qui avait à l'époque entre 10 et 13 ans. C'est ça. Donc, entre 10 et 13 ans, vous êtes toutes les deux, voyage sac à dos à bourlinguer sur notre belle planète. On était plus valise à roulettes que sac à dos. Ouais. Ok. Voilà. Et puis,
Et puis pendant tout ce temps-là, au milieu de tout ce temps-là, donc pendant que je recevais des thérapeutes, des coachs, etc., comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'écrivais déjà, donc j'écrivais la nuit. Et donc, du coup, j'expliquais, ça me permettait d'expliquer mes concepts, enfin, tu vois, les concepts énergétiques que j'utilisais pour aider mes clients. Et puis en 2000, alors ça doit faire 10 ans maintenant ou un peu plus, j'ai découvert donc c'était même avant le sac à dos, hein, enfin j'ai un peu mélangé, mais voilà, j'ai découvert un secret de famille. Alors il m'a fallu du temps hein, pour intégrer ce que j'ai expliqué dans ce livre, mais j'ai découvert un secret de famille qui a bouleversé ma vision des choses en fait. Donc je suis maman solo depuis qu'elle a 2 ans et demi. Et en fait, si tu veux, j'avais toujours l'impression de tomber sur des hommes, alors pas forcément violents, mais un peu abusifs quand même. Tu vois, des hommes qui, on va dire, abusaient de ma gentillesse, de ma crédibilité, de mes sous. Enfin, voilà. Et puis ce secret de famille, en fait, j'ai découvert, je vais le dire comme ça, hein, tant pis, j'ai découvert que ma grand-mère avait été violée, enfin que ma famille était née d'un viol, que ma grand-mère avait été abusée par mon grand-père et que finalement, elle avait épousé son violeur. Mais elle m'a balancé ça entre la poire et le fromage, j'ai envie de te dire, un soir de fin d'automne, là, alors qu'on mangeait dehors en famille. Et moi, énergéticienne, dans ma vision des choses, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, en fait, ça faisait plusieurs années que je me disais, mais pourquoi je rencontre toujours des hommes qui abusent de moi, d'une manière ou d'une autre? Alors, pas forcément de manière violente comme on voit, mais si tu veux, il y avait toujours ce côté, en tout cas pour moi, abus. Il y avait Et en toujours fait, il y avait un lien quelque part que tu n'arrivais pas, ou comme tu disais, une sorte de schéma dont tu avais voilà, conscience, mais dont tu ne voyais pas l'origine, c'est ça? exactement. La cause, quelque part. Tu avais une Exact, intuition qui te disait, il y a quelque chose qui coince, ou il y a quelque chose qui bloque, ou qui se répète. c'est ça. Et que là, entre la poire et le dessert, comme tu dis, à ce moment-là, ça pose la cause en fait de ce que tu vivais toi dans tes C'est relations. ça. Donc, comme ma vision, c'est ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah, alors, outre lui avoir posé plein de questions, etc., je me suis dit, mais en fait, l'abuseur coule dans mes veines. Enfin, tu vois, quelque part, si cet abus est à l'origine de la famille, alors, voilà, il est à l'intérieur de moi, puisque en énergétique, on est tout à fait conscient que les traumatismes se répètent de génération en génération. Ils sont même inscrits dans l'ADN. Alors, en énergétique, on le sait depuis longtemps et ça vient d'être prouvé par la science il y a déjà nombre d'années, hein, je dirais 10 ou 15 ans, peut-être même 20. Mais si tu veux, maintenant, on a prouvé que dans l'ADN, on retrouve la trace du traumatisme. Donc, en fait, en énergétique aussi. Et donc là, je me suis dit, ah, mais c'est bien sûr, c'est pour ça. Donc, j'ai travaillé sur le sujet. Et puis, je me suis dit, bon, c'est quand même pas un sujet facile à travailler, vois-tu. Donc, et quand on paraît toujours en énergétique, en fait, ça, c'était l'ombre. C'était ce que je ne voyais pas. On est d'accord. L'abuseur à l'intérieur de moi. Et donc, pour s'en débarrasser, il faut aimer son ombre. Autant te dire que c'était impossible pour moi d'aimer. Déjà, ça a changé complètement la vision de mon grand-père. Et puis, c'était impossible pour moi de faire ce travail d'aimer l'ombre et ce qu'il avait fait. Tu vois, en tant que femme en 2022, c'était compliqué. Ouais, et c'est aimer, c'est aimer l'ombre. Est-ce que c'est aimer, pour donner parce que je trouve ça intéressant, tu vois, cette dimension justement où je trouve qu'il y a beaucoup de polarisation, de jugement, etc., où on a tendance du coup à rejeter des traits de caractère, tu vois, l'arrogance, voilà, moi je vole pas, je suis honnête, etc., tu vois, pour se mettre dans la catégorie des gens bien, on va dire ça comme ça. On est en opposition de tout ce qu'on va mettre avec l'étiquette mal. Et donc là, dans ce que tu amènes avec l'énergétique, là, c'est cette dimension de, OK, pour
que je trouve intéressant de souligner, c'est vraiment cette dimension d'apprendre à aimer cette ombre-là, donc de ne plus être en rejet, mais en intégration de cette part de nous, Oui. qu'on a aussi en nous. Donc là, ici, en plus, dans ce que tu racontes, il y a aimer notre propre part à nous, mais là, dans le travail que toi, tu as dû faire, si je comprends bien, c'est qu'en plus de ça, tu as aussi travaillé sur le fait de pouvoir, je ne veux pas dire aimer le comportement ou l'acte commis par ton grand-père, mais arriver à intégrer ta part abusive pour pouvoir justement aller à la rencontre, on va dire, de ce comportement qui, de prime abord, est juste, comme tu dis, femme en 2022, hashtag MeToo et tout le tralala, très difficile à accepter, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ça m'a forcé, si tu veux, à aller regarder cette part-là en moi et à l'accepter, ce qui était très compliqué. Inacceptable au départ. Hein? Inacceptable au départ, quelque part. Complètement inacceptable. Alors déjà, ma grand-mère était encore en vie, donc j'ai pu en discuter avec elle. Et puis bon, tu vois, j'y ai travaillé un petit mois, puis je me suis dit, bon, bah, c'était bon, voilà. Mais sauf que les choses se sont corsées, ça aurait été trop simple. Et, et donc, du coup, je me dis, bon, bah, c'est bon, ok, j'ai compris, l'abuseur coule dans mes veines. Ok, allez, hop, je fais une petite méditation sur j'aime l'abuseur, et puis merci, au revoir. Et puis comme ça, je ne rencontrerai plus d'homme abusif, tu vois, tranquille. Me dis-je. Non, 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 l'univers n'avait pas décidé ça comme ça. Puisque, donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis maman solo, et donc je rencontre un homme fantastique. Enfin, qui paraît l'homme idéal, super sympa, beau comme un cœur, qui a voyagé partout, donc beaucoup de points communs, etc. Et puis, nous faisons un premier rendez-vous, un premier verre, et puis on prolonge au resto, et puis on prolonge avec un dernier verre, et puis je vois bien où est-ce que ça va, et ça me convient tout à fait. Et puis je dis durant la conversation, bah, tu sais, je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge que je découvrirai plus tard. Et je sais pas, 30 minutes après, il fond en larmes et il me dit, bah, très bien. Tu veux savoir la vérité? Bah, je te la dis. J'ai fait de la prison pour viol. Waouh. Et là, je me dis, waouh. Alors déjà, je tempête. Enfin, je suis tellement sous le choc que je remets d'abord ma casquette de thérapeute. Il me dit des trucs, j'entends rien. Enfin, si tu veux, parce que pour moi, le hasard n'existe pas, bien évidemment, en tant qu'énergéticienne. Et donc, je me dis, mais c'est pas possible, si l'univers m'envoie cet homme-là, or que je viens de demander il y a 2 mois à ma grand-mère, mais comment as-tu fait pour aimer mon grand-père? Et que là, on m'envoie un homme qui a fait la même chose et qui me plaît de manière incroyable, c'est bien qu'il y a quelque chose encore à travailler. Et donc, alors moi, ça m'a pris 8 mois. Je l'ai raconté dans mon livre, sur le chemin du cœur, donc le premier roman. Ça m'a pris, ouais, même 8 mois, je suis plutôt sympa, ça m'a pris plus de temps que ça. Pour travailler à savoir si je pouvais aimer cet homme. Ce qui était intéressant, c'est que cet homme, en fait, mais je l'ai su bien après, ça faisait pas très longtemps qu'il était sorti de prison, il était avec une culpabilité incroyable. Et donc, en fait, c'est nos 2 chemins de reconstruction et de résilience. Lui, sur comment est-ce que je peux me présenter à une femme en ayant en ayant commis ce crime, et qu'est-ce que je fais pour le réparer. Et comment il se reconstruit après ça. C'est ça. Et pourquoi il a commis ce crime. Et moi, sur... Ok, bah, je croyais avoir travaillé sur ma part d'ombre en ayant découvert celui de mon grand-père, mais en fait, j'en étais très, très loin parce qu'évidemment, quand il m'a dit ça, ça m'a fait l'effet d'une bombe. Je me suis rendu compte que j'étais pleine de jugement. Je me suis rendu compte qu'en tant que thérapeute, je recevais malheureusement des dizaines de victimes MeToo, comme tu l'as dit tout à l'heure,
mais je n'avais jamais rencontré d'agresseur. Et donc, je me suis posé la question de savoir comment moi, j'aurais réagi si cet homme était venu dans mon cabinet. Et il est clair que je n'aurais pas été capable de le recevoir avec la même bienveillance que je recevais mes victimes. Et donc, ça m'a beaucoup remis en question au niveau professionnel. Parce que je trouvais que ce n'était pas normal. Je trouvais que dans mon cabinet, je devais recevoir les gens de la même manière et non pas. Et donc, ça m'a interrogée beaucoup sur mes jugements. Et puis, et donc, c'est tout ce travail, en fait, ça m'a interrogée sur les situations récurrentes. Donc, en énergétique, tu sais, on parle, enfin, je ne sais pas si tu sais d'ailleurs, mais on parle des lignées familiales et tu sais, des traumatismes transgénérationnels, enfin, tout ça, tout ça. Et donc, tout le travail qui a été fait et que je compte dans ce livre, donc en fait, dans ce livre, je compte comment sortir de ces situations récurrentes, puisqu'évidemment, j'explique, contrairement, alors c'est un livre didactique, mais qui n'est pas didactique, puisque je t'emmène avec moi et on fait le travail ensemble. Je raconte comment je fais le travail et comment on se nettoie des situations récurrentes. Je raconte ce que j'ai fait, je raconte mes situations, comment dire, tes expérimentations, quelque part. Mes expérimentations, mes séances de thérapie. Je raconte ses séances à lui, tu vois, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure le chemin de cet homme. Et puis, autre chose encore, mais ça, je le garde parce que sinon, je te raconte tout le bouquin. Mais en fait, c'est vraiment une façon de travailler sur soi en ayant l'impression de lire un roman. Tu vois? Et en fait, c'est comment moi, j'ai travaillé sur cette problématique qui est malheureusement une problématique mais tellement plus universelle que ce qu'on veut bien le dire. C'est-à-dire qu'on dit que MeToo, ça touche 4 femmes sur, je sais plus, 4 femmes sur 10 ou quelque chose comme ça. Enfin, mais c'est bien plus que ça en fait. Si tu savais le nombre... les gens qui ont lu mon livre reviennent en me disant mais vous saviez que c'est l'histoire de ma grand-mère, mais vous saviez que je suis née d'un viol. Mais c'est énorme. C'est universel en fait comme thème. C'est encore plus universel qu'on veut bien le dire. Parce que si ça ne nous a pas touché nous personnellement, ça a touché forcément quelqu'un de notre famille, quelqu'un qu'on connaît. C'est une catastrophe, quoi. Et donc, en fait, ce livre, en fait, il commence par... alors, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses que j'ai écrites, on va dire, un peu en canalisation, tu vois, c'est moi, je ne suis que l'instrument. Ce livre est un baume pour toutes les femmes agressées, pour tous les hommes violentés, pour le monde entier. Tu vois, c'est vraiment comme un baume de guérison. Et c'est vraiment le travail que lui et moi avons fait. C'est pas devenu mon chéri, mais c'est devenu mon meilleur ami. Et c'est vraiment parce que ça s'est pas fait comme ça finalement, tu vois, les cartes du temps ont été redistribuées. Mais c'est un vrai travail thérapeutique qu'on a fait, lui et moi, tous les deux, que j'ai compté. Parce qu'il y avait mon chemin, mais il y avait son chemin. C'est pas pour rien que ça s'appelle Sur le chemin du cœur, tu vois. Sur la résilience, le pardon, l'amour inconditionnel. Est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, c'est la question, en fait, c'est la narration de cette question que tu te poses à ce moment-là en te disant, est-ce que finalement, tu l'as dit, hein, est-ce que je suis capable, quelque part, c'est une sorte de quête pour trouver cette réponse, est-ce on peut être capable d'aimer quelqu'un qui a commis un crime, quelque part, sur lequel finalement on a du jugement, parce que, tu vois, tu dis c'est un thème universel sur lequel... de manière universelle aussi, il y a un très fort jugement. Tu vois, c'est un peu comme en matière de résilience, on parle de trauma, de choc traumatique, etc. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais de manière presque une convention sociale, il y a comme une hiérarchie des traumas. Il y a des trucs plus horribles que d'autres. Et dans les trucs horribles, il y a effectivement le viol qui est quand même en bonne place. Où on va te dire, oh ma pauvre, si tu as traversé ça, alors là, oui, toi tu es dans la catégorie des warriors, quoi, quelque part, un truc comme ça.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, est-ce que, par rapport à ce que tu disais, c'est une réflexion que je me pose là maintenant en échangeant avec toi, c'est avec cette dimension énergétique, est-ce que c'est justement pas parce que la société est tellement en rejet de cette part abuseur d'elle-même que ça se manifeste d'autant plus, mais de manière quelque part souterraine, parce que tu parlais de secret de famille, mais avec cette dimension, cette thématique du viol, ce qui vient souvent, c'est cette loi du silence, c'est que finalement, les victimes sont victimes silencieuses la plupart du temps parce que la honte du côté de la victime, mais la culpabilité, elle a aussi du côté de l'abuseur pour certains en tout cas, on ne va pas généraliser, mais globalement, tu vois, est-ce que c'est pas ça, cette dimension énergétique, est-ce qu'elle est pas, elle joue pas aussi, si c'est si universel, c'est parce que justement, il y a autant de jugements, de condamnation, de stigmatisation sur le fait que bah, ça, c'est vraiment le crime absolu, etc., qu'on ne veut absolument pas intégrer en soi, enfin, la part abuseur, comme tu disais, en soi. Et donc, du coup, bah, tout ce qui se réprime s'exprime, on dit. Donc, C'est d'une une certaine excellente manière, question. Ouais, je sais pas, c'est une réflexion. Ouais, c'est une excellente question parce que là, je t'en parle à titre personnel, mais tu peux tout à fait le voir à titre sociétal, hein. Ouais. Donc, ça se reflète dans toutes les parties de la société. Donc, oui, oui, je pense que, tu vois, on met le mal sur l'autre, or qu'en fait, il est à l'intérieur. Et si tu vas le chercher et tu le travailles et tu Le regardes pacifier, cette quoi. part-là, C'est le faire la paix, parce que tu parlais tu parlais de pardon et enfin, d'amour inconditionnel aussi. Je ne sais pas si l'amour inconditionnel est quelque chose que toi, tu perçois comme accessible pour les humains que nous sommes ou sur ce plan-ci. Le pardon, pareil. Quel est, d'après bah, ton expérience, ton cheminement, justement, enfin, sans raconter peut-être tout ce qu'il y a dans le livre, mais par rapport à ce que tu as appris de ton vécu, ben, voilà, quelle est ta position par rapport au pardon, à l'amour, justement, maintenant, aujourd'hui, une fois que, voilà, que tout ce cheminement et à la paix intérieure, finalement, une eh fois que ce ben, je cheminement est fait. pense que ça nécessite beaucoup de communication. Avec cet homme, c'est vraiment, ça a été un travail incroyable de communication, d'authenticité. Et on a commencé comme ça, en fait, hein. C'est-à-dire que je lui ai demandé de l'authenticité. Il m'a dit, ah ouais, t'en veux? Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit, ah ouais, t'en veux? Bah tiens, je te la donne. Et vas-y, on va voir si tu es capable de recevoir mon authenticité. Et Et il s'est montré vulnérable au final, ah parce que bah, très vulnérable. c'est quand même, enfin, au-delà de l'authenticité, c'est, voilà, toi, tu voulais de la communication transparente, c'est une demande, et lui, après, c'est ce pas d'oser, enfin, C'est d'oser ça. se montrer vulnérable en disant, bah, oser peut-être être rejeté, toi, peut-être le voir comme une trahison. Enfin, tu vois, il y a tellement de blessures Ah bah oui. émotionnelles qui peuvent s'activer avec un truc comme ça. Alors après, ce qui était vraiment, je pense que bah déjà, je ne m'attendais pas à cette réponse, évidemment, hein. Ça va de soi. Et je pense qu'il ne s'attendait pas Hmm. à tomber sur moi. C'est-à-dire que je pense que 99,5% des femmes à qui un homme dit ça part en courant. Mhm. Et, et moi, bon, évidemment, il m'a fallu du temps pour intégrer ça. Mais comme je l'ai dit, la coïncidence était telle que je ne pouvais pas la laisser. Puis je suis thérapeute. Donc je me suis dit, mais attends, pour une fois que, enfin, je ne sais pas, je veux savoir qu'est-ce qui conduit un abuseur, enfin, qu'est-ce qui conduit un homme à Agir de la sorte. perpétuer ce crime. Et donc, accompagné de thérapeutes et tout ça, enfin, tu vois, il m'a fallu du temps. Je l'ai recontacté. Donc, évidemment, là, c'est moi qui l'ai surpris. Hmm. Et du coup, je l'ai interrogé. Et j'ai voulu comprendre son chemin à lui. Et ensuite, j'ai compris son chemin et puis j'ai observé son chemin après sa sortie. Euh, voilà, donc pour répondre à ta question que je n'ai pas oubliée sur est-ce que l'amour inconditionnel est possible, oui, et c'est un travail mutuel. Hmm. Mhm. Tu vois, c'est-à-dire que il me semble, moi, en tout cas, dans cette expérience-là,
c'est ça, oui. Parce qu'après, je ne peux pas tout généraliser. Mais en anglais, on dit it takes two to tango, tu vois. Il faut être deux pour réussir Danser à le tango. danser. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est ça. C'est-à-dire que c'était vraiment. Je pense qu'il y avait il y a eu une confiance, pardon, qui s'est installée, qui a fait qu'il s'est ouvert à moi, il a raconté son histoire. Je l'ai suivi sur son histoire, c'est-à-dire que c'est pas dans ce chemin, dans ce livre, on voyage, parce que je suis quand même, voilà, il part sur l'Everest, il y a vraiment, et c'est comme un livre de nettoyage. J'ai des clients, j'ai des lectrices qui me disent, mais Marie-Laure, mais je te déteste d'avoir écrit sur ce sujet, mais merci d'avoir écrit sur ce sujet, je me sens nettoyée. Waouh! Tu vois? Et moi, c'est ça, là, en ce moment, c'est ça qui me fait vibrer. C'est ce que tu disais avec l'intention, en tout cas, l'intention ou le but, je ne sais pas si c'est le but, mais le propos du livre qui est d'être un baume, tu disais, oui, de guérison. Ça. Donc, Oui. ça rejoint cette dimension-là. C'est OK, c'est un sujet inconfortable, c'est un sujet qui met les gens mal à l'aise, qui réveille beaucoup d'émotions mélangées, que de colère, de plein de choses, j'imagine. Et en même temps, le fait d'avoir un espace, finalement, tu crées un espace pour déposer tout ça quelque part à travers un roman. Donc, on peut se laisser, finalement, de toute façon, notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce qu'il vit vraiment et ce qu'il ne vit pas. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut on peut l'utiliser à notre service, là, en l'occurrence. C'est ça. Et à travers ton livre, du coup, c'est de permettre aux personnes de pouvoir faire ce voyage presque thérapeutique, du coup, à travers la lecture, tout en étant dans un espace sécurisé. Enfin, je trouvais ça aussi intéressant. Tu vois, la relation que tu dis que tu as pu développer du coup, avec cet homme-là, parce que la base, finalement, c'est ça, c'est la confiance. Et dans la confiance, il y a cette notion de on se fie à l'autre, confiance, on se fie à l'autre et dans un espace de sécurité, parce qu'à partir du moment où vous étiez authentique, vous étiez sur une communication transparente et que vous étiez vulnérables tous les deux finalement, prêts à montrer de dire, moi clairement il y a un jugement, mais j'ai quand même envie d'aller au-delà du jugement, j'ai envie d'aller... je trouve que le titre de ton livre est intéressant, quoi. Sur le chemin du cœur, tu vois. Le cœur, c'est du courage. Courage, la racine, c'est agir avec le cœur. Je trouve que tu vois, ça se rejoint. Il y a vraiment cette dimension où tous les deux, finalement, vous avez agi avec courage pour pouvoir vous rejoindre à un endroit d'empathie mutuelle quelque part. Oui, tout à fait. Déjà aussi, on a trouvé nos points communs. C'est-à-dire que, si tu veux, on a pris du temps pour se connaître, pour échanger. Il a répondu à toutes mes questions avec une clarté. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que quelquefois, d'ailleurs, il m'a dit, mais arrête, on croirait que je suis de nouveau devant la police, parce que moi, j'avais besoin d'avoir toutes ces réponses. J'avais besoin de comprendre tout l'enchaînement. Et puis après, j'ai eu besoin de lui reposer des questions pour pouvoir écrire mon livre. Et il était d'accord. Tu vois, c'était déjà énorme. Aussi, parce que je me suis dit, la façon dont moi, ça m'avait aidé, et puis ce que ça m'avait fait traverser, ce que ça m'avait fait comprendre. Et puis son chemin en direction de l'Everest, etc. C'était tellement un exploit, c'était tellement magnifique ce qu'il a fait. Si tu veux, j'ai fini par avoir tellement d'admiration pour cet homme, en fait, de par son chemin, ce qui était quand même pas gagné, tu vois, que je me suis dit, il faut absolument que je partage ça. Donc, on a travaillé sur nos points communs, etc. Et je trouve que j'utilise, mais ça c'est moi aussi souvent, hein, c'est-à-dire que j'utilise des sujets clivants. Je me souviens qu'un de mes premiers livres, et puis celui que je suis en train d'écrire, c'est ça aussi, j'utilise
des sujets clivants pour faire passer des messages. Je ne sais pas comment te dire ça. Après, je ne le fais pas spécialement exprès, ça vient tout seul, mais c'est mon côté provoque, on va dire. Euh, C'est-à-dire que là, oui, ça parle du viol, mon livre, mais ça ne parle pas que de viol. Tu vois, pas du tout. Ça parle d'aventure, ça parle d'escalade de l'Everest, ça parle d'amour, ça parle de pardon, ça parle de plein de trucs. Ça parle de famille, ça parle de plein de trucs. Et en fait, c'est ça qui est beau. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'étais en conférence et j'ai dans un salon bien-être. Et j'ai deux femmes qui viennent et qui me disent, on est venu exprès pour vous dire merci d'avoir écrit votre livre parce que ça nous a fait comprendre ce que nous, on a fait, ça nous a fait comprendre notre chemin de pardon, ça nous a fait détailler nos pas, nos marches de pardon dans la famille, or que dans leur famille, il n'y avait pas du tout d'histoire de viol. Ouais. Mais en fait, elles ont compris, si tu veux, comment on déverrouille une histoire transgénérationnelle qu'elles avaient fait un peu intuitivement, mais il manquait des petits bouts. Et en fait, elles ont compris comment la déverrouiller et ce qu'elles avaient fait en lisant ce livre. Et elles m'ont dit, bah oui, effectivement, ça parle d'un sujet pas facile, mais en fait, nous, on n'a pas vu ce sujet-là du tout. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'elles ont, quelque part, c'est que ton livre a permis d'amener à leur conscience quelque chose qu'elles avaient fait, je veux dire, naturellement, intuitivement, quoi. Et donc, de pouvoir se dire, ah, mais en fait, c'est vous, c'est ça que je fais. C'est ça que j'ai fait, c'est ça qui a fait que j'ai réussi. Enfin, c'est typiquement avec la résilience aussi. Quelqu'un qui dit mais comment t'as fait comment t'as fait? Ben je sais pas. Quand on est dedans, on se dit pas qu'on est résilient. On se dit pas petit A, je vais faire ça, petit 2, je vais faire ça, etc. Exactement. C'est exactement ça. Elles se sont rendues compte de leur chemin de résilience. Merci, c'est exactement ça. C'est un livre de résilience, c'est pas un livre sur le viol. Ouais. Et donc, mais évidemment, oui, j'ai utilisé ce sujet-là parce que, voilà, c'est un sujet plus cash, tu vois. Et après, comme tu disais, c'est ton histoire. C'est un sujet quand même qui, comme tu disais, qui est quand même très universel ou j'ai presque envie de dire depuis la nuit des temps et qui est très tabou parce que lié à la sexualité et que sexualité et argent, c'est toujours les mêmes tabous. Sont des sujets comme ça, comme tu dis, très clivants. Mais clivant et en même temps fascinant ou cristallisant, enfin, où il y a beaucoup de choses qui sont projetées, cristallisées, et comme ce n'est pas parlé, du coup, ça a beaucoup de peur, beaucoup de choses qui sont liées à ce genre de sujet-là, et avoir des livres comme ça qui permettent de parler de choses dont on ne parle pas, ça, c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter, celui dont on devrait taire le nom, là. Mais en gros, voilà, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a tellement de maintenant, comme tu dis, en 2000, à notre époque, 2022, tellement justement de femmes qui osent de plus en plus parler et que dès qu'on commence quelque part à se dire, ok, comme tu dis, 4 sur 10, je ne sais même pas, je pense que c'est plus que ça. Ça doit être encore plus parce qu'on a vraiment le sentiment que, comme tu dis, si nous-mêmes, on n'a pas été impactés, on se retrouve, en tout cas dans la posture, c'est peut-être aussi parce que coach, thérapeute, forcément, on est peut-être aussi des personnes vers qui on se tourne le plus souvent, mais on en croise, mais tellement souvent, femmes et hommes. Hein. Ah oui, oui. Parce qu'il y a aussi le tabou sur les abus pour les hommes qui est encore, je pense, un niveau de tabou encore plus au-dessus. De se dire, OK, on voit l'homme comme abuseur, mais c'est comme si quelque part dans la case de la société, c'est l'homme qui abuse, mais ce n'est pas lui qui peut être abusé. Alors que souvent, l'abuseur a été abusé. Enfin, en tout cas, je ne veux pas faire de généralité, mais tu as tout à fait raison. Hein. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il m'est dit tous les hommes en prison pour ce chef d'accusation ont été des victimes eux-mêmes. Voilà. C'est ça, OK. Ce qui me paraît aussi tu vois, intéressant, c'est que MeToo a généralisé la parole et donc maintenant, les femmes osent dire. Et déjà, c'est énorme. Et en fait, moi, ce que j'avais envie, c'est d'aller plus loin que ça. C'est d'amener... et je pense que c'est ça aussi que...
enfin en tout cas, c'était dans mon intention de permettre ça, c'était que, ok, j'ai dit ce qui, enfin tu vois, les femmes vont dire, bah, ok, j'ai dénoncé, j'ai dit ce qui m'est arrivé, so what? Qu'est-ce Ouais, c'est qui se la passe première après? étape, c'est ça. C'est comme la C'est première ça? étape. Et après avoir libéré la parole, qu'est-ce qui m'attend? Parce que ça, moi, j'ai toujours la honte, la culpabilité, la je sais pas Ben, en quoi qui fait, traîne, c'est ça? ça permet de, enfin ce livre, c'est pas moi qui le dis encore une fois, hein, c'est les lectrices qui me Ouais, le ouais, disent. ouais. Mhm. Ça permet de ramener la compassion. Ben, ça permet de ramener vers le chemin du cœur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça mon livre. Au début, j'ai D'accord. fait un premier jet qui s'appelait pas du tout comme ça. Il s'appelait L'amour sur le toit du monde. C'était une auto-édition. Et en fait, c'est ce que je te dis, les lectrices qui ont lu ce premier jet auto-édité m'ont dit oh, mais Marie-Laure, mais je me sens nettoyée, tout ça, tout ça. Et moi, à chaque fois que je recevais ça, ça me faisait un truc à l'intérieur. Tu vois, j'ai vendu jusqu'à présent 120 000 livres. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on me dit que mes livres sont bien. Mhm. Mais c'était la première fois que ça me faisait ça, quand on dit que mes livres C'est sont ça. bien. Ça, à l'intérieur, je pleure, moi, quand on me fait un feedback de ce livre. Et c'est une lectrice qui m'a dit, en fait, ce livre, il ramène sur le chemin du cœur. C'est-à-dire qu'il ramène le lecteur ou la lectrice sur son chemin du cœur à lui. C'est-à-dire que, bah oui, tu as traversé la difficulté, mais ça te ramène à la compassion, ça te ramène à toi, ça te ramène sur le chemin de résilience. Voilà, ça te ramène vers le cœur. Et en fait, c'est pour ça que je suis, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, j'ai arrêté de recevoir des clients, je ne suis plus coach parce que je suis au service de ce livre, ce qui paraît fou, hein, parce que je gagne rien du tout, quelques euros avec ce livre. Euh, Ça, rien de comparable avec ce que je. Avec, Oui, ce que tu peux générer en accompagnant des ah clients non, rien du tout, régulièrement. rien Ouais, de c'est ça, ouais, comparable. je me doute. Mais Ouais. je suis au service de ce livre. C'est comme si le Hmm. message qui était donné par ce livre, par l'histoire que Fred, le héros du livre, m'a partagée, et Claire, bon, mais Claire, on va me reconnaître hein, forcément, même si je ne m'appelle pas Claire, est tellement importante qu'il a fallu que je me mette au service de ce livre. Je ne sais pas comment te dire ça autrement. Et ça paraît très bizarre de dire ça comme ça. Alors, bah, tu vois, il faut que ce message soit diffusé. D'abord parce qu'il est beaucoup plus grand que moi. Enfin, si tu veux, pas parce que c'est moi qui ai écrit le livre, on s'en fiche de ça. C'est juste que ce qu'amène ce livre est tellement plus grand. Et puis, je ne peux pas tout te dire, mais il y a une dimension universelle. Je ne peux pas, parce qu'autrement, je vous dévoile tout. Mais il y a Ouais. une dimension tellement plus grande qu'il faut que ça se sache, en fait. Et donc, bah, c'est pour ça que j'ai arrêté de recevoir des clients pour faire connaître ce livre. Et donc, bah, je fais des dédicaces un peu partout, coup de cœur Fnac Cultura. Enfin, tu vois, j'ai une lectrice qui le compare à un Gounel ou un Quillo, donc là, je te dis pas Oui, comment c'est je me ça. sens. Mais outre ça, si tu veux, je sais, parce que les femmes viennent, enfin les femmes et les hommes d'ailleurs, hein, tu as raison, viennent me le dire. Et ça, mais moi, ça me fait une joie à l'intérieur, un truc incroyable, quoi. C'est ça, ça donne quelque part comme j'aime bien cette image que tu dis, je la trouve pas, enfin personnellement, je la trouve pas bizarre, mais d'être vraiment presque au service, tu vois, d'un message, on C'est se sent ça, comme, c'est comme porté par, on a tous, je pense, un message clé qui forcément vibre avec notre histoire ou dont on a envie d'être porteur quelque part. Et donc, être au service de ce message-là, peu importe le médium, là, en l'occurrence, c'est le médium de l'écriture que tu as pour le moment, de c'est l'énergétique que ça, tu as, plus tout le reste encore qui peut émerger. Enfin, on laisse le champ ouvert, hein, comme on dit. c'est ça, on verra. Ouvrons le champ des possibles. Et Exactement. je voudrais bien revenir sur cette dimension-là que je trouvais si intéressante, que tu parlais de. En fait, c'est le livre amène à de la compassion, le livre amène à faire ce chemin de soi vers l'autre et de l'autre vers soi, finalement, comme une sorte de boucle ou de spirale, ou je ne Exactement. sais pas comment est-ce qu'on peut. Enfin, en tout cas, c'est l'image que je vois. Et du coup, je voulais voir un petit peu par rapport à cette dimension de. Tu sais, cette question que tu te poses au départ de est-ce que je peux être capable d'aimer cet homme? Et quelle est la place du pardon avant l'amour? Parce avant d'arriver à l'amour, j'imagine qu'il y a quand même une dimension où tu dois arriver à pardonner ta part abusive
et la part abusive du coup de l'autre. Je ne sais pas s'il y a un sens, d'abord l'autre, ensuite soi, ou comment est-ce que toi tu as expérimenté ça et quel est ton point de vue sur le pardon? Est-ce que Alors finalement moi, tout est pardonnable? ça m'a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire que Mmh. là, les gens qui lisent le livre, ils le lisent en 3 heures. Ça m'a pris des mois, quoi. Des mois. Tu vois Ah, ce c'est que je veux dire? clair, oui. Oui, oui, Ouais. bien sûr. Donc, forcément, c'est encore plus un choc dans le livre parce que tu vois, ça va à toute vitesse. Moi, ça m'a pris des mois. Je pense que euh, le fait, tu vois, encore une fois, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, Mmh. moi, mais après, c'est très perso, c'était plus facile, enfin, c'était pas facile, mais Oui, c'est c'était ça. plus facile de me dire, il faut que j'apprenne à l'aimer lui, malgré ce qu'il a fait. Est-ce que je peux aimer un homme comme ça? Tu vois, il y Mmh. avait beaucoup d'allers-retours. Tu vois, ah ok, bah là, il a fait ça, ah oui, donc bah, je pourrais l'aimer, mais non, en fait, parce que, tu vois, il y avait beaucoup d'allers-retours intérieurs, Mmh. internes comme ça, mais le fait qu'il soit incarné en face de moi était beaucoup plus facile à faire. Je me dis que, en fait, le boulot par rapport à mon grand-père, je ne l'avais pas fait, hein, clairement. Et donc, et donc l'univers m'a dit, ah ouais, tu croyais que tu l'avais fait, bah tiens, regarde, paf. Et donc là, je me suis dit, ah oui, non, je ne l'avais pas Ouais. fait du tout, tu vois. Et Mmh. donc, le fait d'avoir bah, à l'extérieur, ce que je devais travailler à l'intérieur, m'a beaucoup aidé. Ah, ça, je trouve ça super intéressant aussi parce que cette dimension-là que tu apportes, tu vois, des fois, j'aime bien parler de couche de l'oignon, tu vois, mais en Mhm. tant que coach et thérapeute ou personne, en tout cas, qui travaille, hein, je mets travail entre guillemets, cette expression me paraît toujours un peu bizarre, travaille sur soi, euh, il y a un peu une illusion, un piège de l'ego souvent. Des personnes qui, justement, ont déjà été travaillées sur des traumas ou des choses comme ça, qui se disent, OK, un peu comme s'ils avaient une checklist, ils se disent, ouais, ça c'est bon, je fais quoi. Oui, c'est ce Ah, que tu j'ai vois, cru faire avec mon voilà, grand-père. c'est ça. Mais ça c'est bon, c'est bon, j'ai nettoyé, j'ai guéri, j'ai apaisé, je sais pas quoi. Et puis, la vie, je trouvais ça intéressant. Je me disais, ah, bah, la vie, tu crois pas au hasard, moi non plus. Par contre, il y a cette dimension que la vie ne nous donne pas ce qu'on veut, mais ce dont on a besoin. Mhm. Et donc Exactement. là, en l'occurrence, toi, ce que je trouvais fort, c'est que tu disais, en fait, ta demande à l'univers, c'était, je veux arrêter le schéma là de rencontrer des hommes abusifs. Et donc, ce que tu voulais, c'était rencontrer un homme qui sorte un type d'homme qui soit différent de ce que tu avais déjà rencontré dans le passé. Ça, Exact. c'était ce que tu voulais. Oui. Et la vie, magnifique, je trouve, avec son brio et cette intelligence. Enfin, et la vie, c'est nous, hein, soyons clairs, mais cette dimension de, OK, là, du coup, ce que tu attires, c'est un homme, c'est l'homme dont tu as besoin pour justement arriver à aller au-delà du travail que tu pensais que tu avais déjà fait avec ton grand-père, tu vois. Je trouve ça juste Exactement. exceptionnel, quoi. De se dire, OK, et à ce moment-là, et que tu fasses preuve aussi quand même moi, le mot que je vais mettre, c'est discernement ou humilité, parce que tu pourrais très bien te retrouver, l'ego est tellement, voilà, l'illusion, elle peut être tellement forte, c'est que tu aurais pu te dire, le gars t'annonce ça, et puis en fait, toi, comme tu dis, te barrer et dire, ah non, mais c'est bon, moi, j'en ai soupé, moi, j'ai réglé ça. Donc, peut-être que tu aurais pu te raconter l'histoire de dire, ah ben non, là, ici, la vie me teste pour dire que le gars, je le rembarre et je vire les hommes abusifs de ma vie, tu vois. Solution de Oui, facilité, le chemin oui, le plus facile, tu vois. exactement. Mais être OK avec ta conscience, hein, c'est juste dire, tu vois, il y a le fameux libre arbitre. Et là, toi, tu fais le choix, comme je dis, d'agir avec courage, avec cœur, comme lui, de se dire, non, OK, là, je vais voir avec discernement et avec humilité que, en fait, j'avais pas tellement travaillé le sujet, quoi. C'est ça. C'est Avant. ça. Je trouve Et ça tu sais juste quoi, le génial. truc miraculeux, c'est que maintenant, je rencontre des gens qui sont plus abusifs. Ben voilà, parce que c'est juste, c'est ça, c'est là, la vie t'a donné ce que tu avais besoin. Et à partir du moment où quelque part, où tu réponds à l'appel, j'ai envie de dire, et tu fais ton voyage du héros, si je reprends un peu l'outil du voyage du héros en Exactement. coaching, tu fais le voyage du héros et tu reviens au village avec le nouvel apprentissage que tu as et voilà, que maintenant tu peux transmettre à travers ton livre,
sur le chemin du cœur qui promet d'être un beau voyage, presque, j'ai envie de dire, voyage initiatique, thérapeutique. C'est exactement ça. Moi, je l'appelle roman thérapeutique, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais quand je t'entends, en fait, c'est ça que ça m'évoque. Donc, ouais, bah, écoute, j'aurais bien envie de maintenant te demander, bah, avec tous ces, voilà, on a partagé plein de choses, on a évoqué plein de sujets différents, passionnants d'ailleurs. Est-ce qu'il y a dans ta manière de fonctionner, là, avec le recul, une sorte de, bah, justement, de schéma ou de stratégie, je ne sais pas comment appeler, un mode de fonctionnement que tu as pu observer dans toi, dans ta manière de réagir, bah, face à, voilà, un bouleversement, un choc ou quelque chose que tu n'anticipes pas, et puis la vie tu vois, te met un peu au défi, hein, elle te donne ce que tu as besoin. Est-ce que tu as déjà pu faire ce pas de côté et observer comment est-ce que toi, de manière générale, Marie-Laure, tu réagis? Comment est-ce que tu traverses ces périodes-là, Alors, généralement? moi, en général, bah, moi, il me faut du temps. Je suis pas. Hmm. Pourtant, tu vois, en général, je suis une femme vive et pressée, j'ai envie de te dire. Fonceuse? Mais ouais, une fonceuse euh, qui fait souvent confiance et tout ça, tu vois, qui n'hésite pas à prendre des décisions et tout ça. Mais dans ce cas de figure, euh, souvent, il me faut du temps. C'est-à-dire que d'abord, euh, je me fais accompagner. Ouais, je suis thérapeute, donc je connais plein de Bah oui, thérapeutes. Donc bien déjà, sûr. j'ai une équipe thérapeutique exceptionnelle. Donc voilà, ils sont plusieurs et Dieu merci, ils sont là. Donc déjà, voilà, ça m'aide beaucoup. Moi, j'ai besoin de ça, tu vois. Mhm. Et en général, je prends du temps pour intégrer, tu vois. Moi, je dis, je laisse infuser, tu vois. Donc, voilà, là, par exemple, typiquement, c'est ce que je racontais tout à l'heure, la rencontre avec Fred. Entre la première fois où je l'ai rencontré et qui m'a annoncé ça lors de notre première rencontre et notre deuxième rencontre, il m'a fallu 2 mois, quoi. Mhm. Tu vois? Parce que il a fallu que je me dise, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Tu vois, j'ai eu mon côté, ah, j'en ai marre. Et puis, j'ai eu mon côté, enfin, tu vois, je passe par toutes les phases humaines, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Ça. Ouais, il y Euh, a un côté, tu te prends la baffe, et puis il y a le côté, enfin, moi j'aime bien dire le côté Calimero qui oui, vient un petit peu genre, ah, mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Et c'est juste, c'est pas juste, tu vois, le côté et un peu puis après, comme qu'est-ce ça. que j'en fais, tu vois? Et Et après, tu comment je reprends ton remonte là? pouvoir, ouais, c'est ça. Voilà, c'est Mhm. ça, tu vois? Et c'est souvent comme ça. Mhm, mhm, mhm. Ok, je trouve aussi intéressant parce que je remarque que ça fait partie des éléments ou des facteurs qui favorisent ou facilitent, on va dire, la résilience. Je trouve intéressant que tu l'aies mentionné en tout premier. On parle beaucoup de tuteurs de résilience et toi, tu parlais que tu étais entouré et que ça aussi, c'est un peu tendance, tu vois, à confondre résilience avec le côté guerrier qui surmonte tout, etc., combattant, etc. Euh, et que souvent, ben, le héros d'une histoire, il a souvent un soutien. Il a souvent un compagnon, un allié qui lui permet de justement, un guide même parfois, qui lui permet de justement traverser les épreuves. Et là, tu disais que voilà, que tu avais toujours eu cette dimension. Et puis bon, en tant que thérapeute, c'est vrai, ou coach, on est un peu, enfin, pas tous, mais déontologiquement, on a quand même cette tendance, on va dire pour la plupart, qui font vraiment leur métier sérieusement, de continuer en permanence, d'être nous-mêmes coachés, accompagnés pour travailler sur toutes ces fameuses ombres dont tu parlais et pouvoir être dans cette posture d'accompagnant que tu soulevais dans tes questionnements sur être capable d'accompagner indifféremment victimes et abuseurs, de Oui, pouvoir être au service de l'un comme de l'autre, on va dire. tout à fait. Alors, bah oui, tu as raison. Donc, il y a la supervision. Ça, je suis d'accord avec toi. Mhm, Enfin, voilà, ça fait partie des thérapeutes sérieux, hein, on va dire ça comme ça. mhm. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant aussi de souligner qu'il n'y a pas un seul chemin de résilience. Et c'est ça aussi que Ouais. je montre dans ce livre. C'est-à-dire que
en fait, dans ce livre, il y a 3 chemins du cœur. Donc, il y a celui de Claire, donc moi, il y a celui de Fred, et puis il y en a un autre, mais que je ne dirai Le pas. troisième. Voilà. Et en fait, chaque chemin du cœur est différent. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a autant de chemins de résilience qu'il y a de personnes. Et donc, il y a des gens, donc lui, Fred l'a fait complètement différemment, son chemin de résilience. Lui, il s'est, on va dire, confronté aux éléments naturels parce qu'il avait besoin de ça. Moi, j'ai appelé à l'aide mon équipe de thérapeutes, on va dire ça comme ça. Et je trouve qu'il n'y a pas un bon chemin de résilience. Par contre, ce qui est pour moi très important, et par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve que c'est important de souligner, c'est que souvent dans les bouquins comme ça, et moi ça m'énerve ça, mais donc voilà, je vais le dire, c'est que souvent dans ce type de livre, il y a un guide. C'est le sachant qui explique à celui qui ne sait pas. Et en fait, c'est pas ça la vie, en fait. Dans ma vision, c'est pas ça. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais. C'est toi le sachant. Et donc, tu vas aller demander de l'aide aux gens que tu penses pouvoir t'aider à ce moment-là. Mais je n'aime pas cette vision du gourou, tu vois. C'est pas du tout, c'est la vie qui t'enseigne. D'ailleurs, on l'a dit, moi, c'est la vie qui m'a amené cet événement et qu'est-ce que j'en fais, tu vois, mais c'est moi le sachant. Oui, je comprends ce que tu veux dire par rapport. En fait, c'est. Je comprends. Je suis pas non plus pour le. En fait, on parlait tout à l'heure de cette dimension de, tu sais, après le choc, la victime, et puis après, tu te demandes qu'est-ce que tu en fais, ou tu es plus dans la responsabilité, dans la prise de pouvoir personnel. Et souvent, les personnes, quand elles sont démunies, ben voilà, je dis souvent, je n'ai pas dit toujours, souvent, elles ont plusieurs voies, comme tu dis, chemins, et il y en a qui vont avoir, du coup, besoin d'une aide extérieure, de faire appel à un tuteur de résilience extérieur, qui soit thérapeute, coach, Tata Micheline, on s'en fout, mais une personne ressource quelque part qui va lui permettre, non pas de lui montrer le chemin, comme tu dis, le sachant. Enfin, en coaching, de toute façon, c'est un peu la base du coaching. C'est l'expert du problème, ce n'est pas le coach, c'est le coaché. C'est ça, exactement. Donc, c'est lui qui a la solution. Par contre, le guide, le vrai guide, enfin, je veux dire, Gandalf ne fait pas à la place de Frodon, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux. Il va donner des questions, il va amener des réflexions, il va lui-même cheminer d'ailleurs sur son propre chemin d'évolution. Et inspirer, éventuellement, pouvoir guider, mais en aucun cas se substituer, comme tu disais, finalement au voyage du héros, qui est tout personnel, et que finalement, c'est nous qui sommes nous-mêmes, comme tu disais, maîtres de notre destinée, du chemin qu'on prend, de notre chemin de résilience, de comment est-ce qu'on se relève ou pas. Parce que finalement, il y a aussi ça. La résilience n'est pas une voie obligatoire. C'est finalement toujours une décision très personnelle. Est-ce que tu veux être aidé? Est-ce que tu veux te sauver toi-même? Oui ou non? Il y a comme une sorte de décision interne ou de libre arbitre, je veux dire, qui joue toujours un peu dans l'équation. Parce que, comme tu disais, il y a la phase de choc, il y a la phase Calimero. Puis, à un moment donné, dans ta manière à toi de fonctionner, il y a un switch qui se fait, tu prends une décision de dire, bon, ok, c'est bien, maintenant je me suis posé la question, j'ai bien pleuré sur mon sort en disant pourquoi moi, c'est injuste, etc. Et puis, il y a un moment de switch, mais je pense qu'on est nombreux à avoir ce moment de switch-là, mais qui est indispensable et que tout le monde n'a pas au même degré, avec la même rapidité. Enfin, c'est pas une course, hein, mais ce que je veux dire, c'est que cette capacité de rebond, de changer de posture, justement, de la posture de victime qui se complaît parce que ça a des avantages d'être dans cette posture-là, c'est clair. Et puis l'autre, de switcher, à passer à dire, ok, bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Qu'est-ce que j'en retire? Comment je transforme ça? Mais c'est une décision au départ. Oui, c'est une décision. Et moi, c'est ce que je te dis, moi, perso, j'ai plusieurs coachs, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, parce que finalement, chacun peut, enfin, les guides, les coachs, les thérapeutes peuvent justement, tu parlais de chacun travaille à sa façon. Quelque part. Ça, c'est autant de miroirs qui nous sont offerts pour pouvoir justement voir nos zones d'ombre et de lumière aussi. Chacun a sa vibration, voit à son niveau. Tout comme, par exemple,
j'ai plusieurs ostéos. Ouais, ok. Tu vois, parce que j'ai des ostéos qui sont plus. J'ai un ostéo qui est plus dans ce domaine-là, un ostéo qui est plus dans ce domaine-là. Et donc, Avec des en fonction, spécificités, quoi. c'est ça. Ok, avec des nuances. Ok, bah génial. Mais donc, en fait, dans ta manière tu nous expliquais, là, quelque part, il y a vraiment cette phase, bon, pas le choc. Il y a le côté, voilà, tu accuses le choc, tu traverses tes émotions désagréables, où tu es, voilà, à un moment donné, un point de bascule où tu finis, bah, tu passes, à mon avis, par plein d'états, tristesse, colère, tout ça. Oui, voilà. Ouais, Hein, tout toutes ça. les étapes du deuil, on les connaît. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. Les étapes du deuil, juste au moment où tu dis, bon, bah, ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je me remets en mouvement? Tu sollicites ton équipe de choc. Enfin, voilà, ça fait partie peut-être des c'est actions, ça. justement. C'est bon, ok, maintenant, j'ai besoin d'un petit peu de doudou, on va Ouais, dire c'est ça ça. comme ça, avant de pouvoir sortir, faire la phase d'introspection et puis de passer, du coup, à une action, mais qui, contrairement, comme tu disais, enfin, qui est presque contre-intuitive dans ton mode de fonctionnement, pas sous stress, mais qui serait fonceuse, etc. Là, tu vas justement avoir besoin de ralentir dans ces moments-là pour vraiment, avant C'est d'agir, ça. quoi. Oui, Foncer tête baissée, exactement. etc. Ok, Mm. cool. Et à ce moment-là, je trouve que c'est intéressant aussi. Après la phase de résilience, il y a une phase de divergence où on ouvre le champ des possibles. C'est qu'à partir du moment où bah, tu commences à te mettre en action, que tu commences à te rendre compte que il y a plein de choses que tu n'avais pas vues. Est-ce que ça, tu l'expérimentes aussi? Ah oui, bien sûr. Mm. Complètement. Oui, oui, bien sûr. Même là, comment te dire, même l'écriture, donc on est passé, Mm. Fred et moi, euh, par toutes ces étapes de Ouais, discussion, tu vois, etc., de prise de connaissance. Bon, tu verras, pardon, toute l'évolution de l'histoire. Et, euh, et après, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et ouais. donc, bah là, par exemple, ça s'est transformé en livre. Mais j'aurais pu ne pas le faire. Mm. Et en fait, bon, moi, après, j'avais envie de partager ça parce que je me suis dit que ça peut aider tellement de gens. C'est ça. Mais C'était ça, porté par cette mission-là, quoi, quelque c'est part. Mais ça. ça aurait pu être, comme tu dis, ça aurait pu être peindre, ça aurait pu être en faire une pièce de théâtre, ça aurait pu Ça être peut être rien. Ça aurait pu être rien magasin aussi. pour Ouais, moi. c'est Tu ça. La vois? raconter à tes petits-enfants plus tard. C'est ça, Ouais, exactement. ouais. Tu vois? Et donc, Mm. du coup, bah là, ça a pris encore une autre dimension, encore plus dense, parce que Yes. Mm. il a fallu revenir sur l'histoire, il a fallu revenir sur son histoire encore plus en détail, etc., C'est pour ça. la phase d'écriture. Donc, en fait, je l'ai bossé 10 fois le truc. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est que les couches de l'oignon, comme on disait quelque C'est part, ça. finalement, le chemin que tu as fait, c'est de le faire à différents degrés. Donc, il y avait juste une première déjà phase d'intégration avec l'annonce, on va dire, du secret de famille avec ta grand-mère où tu te dis, OK, c'est bon, en un mois, c'est bon, j'ai Ouais, fait. c'est ça. Puis après, le voyage, presque une gestation là, tu disais plus de 8 mois, donc où Ah oui, vraiment oui, au moins. voilà, où il y a de la communication, où tu te replonges dedans, etc. Et puis, cette décision de, OK, bah, maintenant que j'ai fait tout ce travail, qu'est-ce que je transforme? Et hop, on est reparti pour une nouvelle, C'est ça. voilà, une nouvelle couche, on va dire, d'intégration. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette dimension à chaque fois, tu as été plus en profondeur dans cette dimension-là de, OK, jusqu'où est-ce que je peux aller pour répondre à cette question d'est-ce que je suis Bah oui, capable parce que, d'aimer bah oui, euh, pardon. pleinement? Bah oui, parce que ça m'a fait tellement travailler sur mes jugements. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, alors que moi, je pensais que j'en avais pas. J'ai fait, mais non, mais tu vois, voilà, tu vois, en tant Ouais, que thérapeute, ça faisait, je sais pas, 15 ans déjà, peut-être que j'étais thérapeute. J'avais fait l'école Brennan où justement tu apprends à ne pas avoir de jugement, à recevoir l'autre sans jugement, etc. Et lui, il arrive et je fais tout exploser. ouais, c'est ça. Tes Et donc, je me suis certitudes dit, sur le fait d'être ouverte et sans oui, jugement, bah, en fait, etc. Et ben là, bim, balayé d'un coup, quoi. ben, c'est une vraie question. Ouais, c'est vrai. Combien de thérapeutes sont capables de recevoir l'autre sans jugement si l'autre arrive en disant je fais de la prison pour viol? C'est une vraie Mm. question. Mhm. Ah ouais, bah, je la trouve Bah, personne. puissante, cette question. Ouais. Bah ouais. Bah, il ne doit pas y en avoir 50, hein. Mhm. Ou en tout cas, ça peut amener justement cette réflexion-là de dire, il y en a qui vont dire, bah oui, non, en fait, moi, pas moi et jamais.
tu vois, qui Ouais, vont fermer la c'est porte. ça. Et où alors, moi en tout cas, je me questionnerais. Je me dirais, ben tiens, c'est vrai. Si l'idée, c'est d'être vraiment au service de la vie, dans ma façon de voir les choses, c'est de pouvoir aller au-delà de cette dimension de jugement, de bien, de mal, qu'on essaye de C'est ça. déconstruire. C'est des conditionnements, hein, donc moi je suis très sensible à tous ces sujets de conditionnement, donc du coup je me dis, ça C'est serait un ça que terrain de jeu, j'amène. quoi. C'est Oui, ça, un terrain de jeu intéressant de dire, ou d'exploration. Enfin, moi j'aime bien le voir comme ça, de se dire en tant que thérapeute, quelle est la posture juste aussi, parce qu'il n'y a pas d'obligation, comme tu dis, on peut très bien aussi dire, non, en fait, ça ne me convient pas, moi, je ne veux pas œuvrer pour ces gens-là, hein, on va dire ça comme ça. Et une autre dimension où c'est, non, ok, en fait, tous égaux, ou tout le monde a le droit à la rédemption, le pardon, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, et qu'on ait envie de répondre à cet appel-là, mais c'est vraiment très personnel, effectivement. Donc, cette question que tu poses, je trouve qu'elle est intéressante même pour, j'ai envie de dire, pour monsieur et madame tout le monde, de se oui, poser la question, tiens, un employeur, je suis patron d'entreprise et quelqu'un vient et me dit, j'ai fait de la prison, est-ce que j'engage cette personne ou pas? Quelle est la place finalement des personnes qui sont en réinsertion, après avoir commis un crime, qui ont été en prison et puis qui essayent de se oui, réinsérer dans la vie puis normale et tout ça, et est-ce qu'elles le disent, est-ce qu'elles le disent pas, enfin tu vois, parce qu'il y en a plein, j'imagine, qui, sachant tout le jugement qu'il peut y avoir et toutes les portes qui peuvent se fermer pour quelque chose qui finalement, s'ils ont fait de la prison, ils ont entre guillemets déjà payé leur dette. Mais la société va continuer à le ramener ou va continuer à, tu vois, à amener cette. Enfin, moi, je trouve ça fascinant comme sujet. Hein. c'est toutes les questions que je pose dans mon livre Excellent. et toutes les questions que je me suis posées et toutes les questions que j'invite le lecteur à se poser et c'est les réflexions, tu vois, Ouais, c'est ça. parce que là, tu te dis quelqu'un qui a fait de la prison, mais tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Le jugement, Ouais, il n'est pas obligé d'être aussi fort. ouais, c'est C'est-à-dire, vrai. tu vois, donc en fait, c'est pour ça que c'est vraiment un livre sur les jugements et sur accepter l'autre tel qu'il est et sur le chemin du cœur. C'est ce que je te dis. Moi, j'ai pris un sujet Un enfin, sujet clivant, ouais, on va clivant, dire. mais en fait, c'est ce que m'expliquaient les femmes dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles, ce n'était pas du tout ce sujet-là qu'elles ont abordé, et pourtant, elles se sont reconnues dans le livre parce que y a eu les mêmes questions. Parce que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à C'est ça, si c'est même. l'employeur a fait de la prison, tu vois. Ouais, ouais. C'est une C'est dimension universelle, comme tu disais. C'est c'est vraiment ça, cette dimension de, OK, comment aimer l'autre pour comme il qui il est. est, quoi. Pour qui il est. Point. Exactement. Et Donc, voilà, et c'est ça le plus important. et c'est ça le Voilà. message de fin, du coup, de ce Je pense que podcast. c'est une magnifique conclusion. Est-ce qu'on Ouais. peut vraiment aimer l'autre tel qu'il est? Ok, Et comment on génial. fait pour l'accepter tel qu'il est? C'est vraiment, tu comprends pourquoi, du coup, je suis au service de ce message. Ouais, ouais. Et c'est ça, que c'est vraiment ce truc-là qui t'anime et c'est à travers, là, en tout cas, le médium que tu as choisi, le livre. Donc, évidemment, je pense que les auditeurs, tout comme moi, auront très envie Écoute, j'espère, d'aller voir, d'aller j'espère. lire. Moi, ce qui m'importe le plus, si, enfin, quand tu le lis ou quand les auditeurs le lisent, ce qui me nourrit le plus, c'est de savoir ce que vous en avez pensé. C'est votre retour de lecture. Hmm. Parce que ce qui est passionnant avec cet écrit, alors j'en ai plein d'autres de prévus, mais ce qui est passionnant avec cet écrit, c'est que chacun le reçoit. Tu sais, on dit euh, le livre est fait par le lecteur. Donc, et en fait, sur ce livre, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se rappeler de la prison, puis il y a des gens qui vont se rappeler de l'Everest, puis il y a des gens qui vont se rappeler de ma grand-mère. Et il y a des gens qui vont se rappeler de plein d'autres trucs qui sont dans le livre que je te dirai C'est pas. ça, les filtres vont être différents en fonction du lecteur, quoi. Exactement. Et moi, j'aime beaucoup avoir le retour de lecteur, de lecture, parce que ça me fait vibrer, quoi. C'est ça qui m'éclate. Ouais, et en plus, enfin, moi qui suis très curieuse de nature, j'imagine que ce qui doit être justement assez éclatant, c'est en ayant des retours comme ça de lecteurs qui te font part de là où quelque part leur attention a été
capter, c'est peut-être mon côté PNListe, hein, la carte du monde, tu sais, de l'autre. Du Oui, coup, tu découvres un peu, ok, donc le filtre est mis à un endroit, tu vois, on trie les informations d'une certaine manière en fonction de notre vécu, exactement. de nos systèmes de croyances, enfin bref, donc ça doit être, ouais, Exactement. c'est ça. Ouais, après, j'ai même fait tu vois, j'ai fait, pendant le premier confinement, j'ai fait une formation vidéo qui va plus loin, parce qu'en fait, ce livre, il aide à sortir des situations récurrentes. Et Mhm. justement, en utilisant la carte de lecture dont tu viens de parler, j'ai fait une formation vidéo pour aider encore plus à sortir des situations récurrentes après avoir lu le bouquin, en utilisant le bouquin comme un support thérapeutique. Mais bon, Excellent. tu vois, voilà. Pour Génial. justement amener la personne à aller encore plus loin et à se libérer encore plus des jugements. Tu C'est vois? ça, pour aller plus en profondeur, c'est que tu peux tout aussi bien prendre ce livre comme, tu disais, un roman thérapeutique et t'arrêter là, on va dire C'est ça comme ça. ça, mais tu as aussi, tu es au service du message, donc en même temps, ça ne m'étonne pas que tu dises que derrière, il y ait une formation ou quelque chose qui a été créé pour justement accompagner celles et ceux qui décident d'aller un cran plus loin parce que le voyage, en fait, il se termine pas tout à fait. Enfin, c'est pas Ah quand tu bah, fermes un livre. En plus, avec les livres, c'est ça qui est magique. Moi, il y a encore des livres aujourd'hui qui continuent à m'habiter dans mon quotidien tellement ils ont été porteurs de sens et de messages, etc. Donc, j'imagine que c'est ce genre de livre-là ouais, c'est ça. C'est ce qui, genre de livre. Ok, génial. Écoute, Marie-Laure, j'ai été vraiment ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. On a parlé de plein de sujets. Je pense que les auditeurs en auront pris plein les esgourdes. Les esgourdes. Je te remercie en tout cas pour ce temps d'échange. Je mettrai bien entendu tous les liens dans la description vers ton livre, etc. Ouais. Merci encore. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier partage, un dernier message éventuellement pour les auditeurs ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Ben non, je te remercie Sandra de m'avoir invitée. J'ai envie de te dire, c'est tellement une époque où l'amour a besoin d'illuminer le monde. Hmm. Voilà. Du coup, ravie d'avoir pu, à travers le podcast Divergent, contribuer du coup à porter ton message et à mettre en lumière justement ce message d'amour que tu proposes. Merci beaucoup, Marie-Laure, et à Au bientôt. revoir. Au revoir. Ciao.